Tag Heuer Carrera Lady. Donc un petit modèle 28 mm avec un tout petit mouvement. Une montre fabriquée en Suisse avec un mouvement Swiss Made. Calibre 9 de chez Tag Heuer. On voit bien que c'est pas un verre saphir côté cadran. Par contre, côté mouvement, on voit que c'est un verre saphir, ce qui n'est pas très logique finalement, parce que c'est plus le côté cadran qui va prendre le plus de rayures. Partie des plus petites tailles de calibre en mouvement mécanique. Ils ont la réputation d'être assez instables, donc on va la dépouiller, on va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. On commence par enlever le bracelet. Ensuite, on contrôle le fonctionnement. On la met dans la troisième position, on contrôle la mise à l'heure, que toutes les aiguilles elles tournent bien, que l'indexage est bien fait, que les heures elles tombent pile où il faut. On va venir contrôler les sauts du calendrier, voir à quelle heure la date elle saute. Donc là, elle saute à minuit 17, 18. On essaye plusieurs fois parce qu'elle sautera jamais exactement à la même heure, mais il y a une tolérance. Au deuxième essai, elle saute à minuit 25. Donc là, ça commence quand même à faire un peu tard. Je connais pas les tolérances de Tag Heuer, mais bon, je pense que l'horloger qui l'a monté aurait pu faire un petit effort quand même. Et on va contrôler la correction de date, donc en deuxième position de tige. Voir si la date tombe bien exactement dans son guichet, que le ressort fait bien son travail. On finit par tester le remontage en mode manuel, donc en première position de tige, tige poussée. On essaye de la remonter et on vérifie qu'on voit bien le rocher tourner ou la roue entraîneuse de rocher. Maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. On utilise une clé ajustable, qu'il va falloir que je rénove d'ailleurs. Et on va utiliser un étau parce que le boîtier est quand même bien serré avec un couple assez fort. Une fois ouvert, on voit clairement le mouvement avec un cercle d'emboîtage en plastique, ce qui est quand même mieux parce que ça encaisse mieux les chocs plutôt qu'un cercle d'emboîtage en métal. On va pouvoir tester le remontage automatique, donc on fait tourner la masse et on vérifie que la roue entraîneuse de rocher tourne bien, que le rocher tourne bien. On voit bien un décor perlé avec les tranches fines au bord des ponts. On va retirer la tige pour pouvoir le sortir de son boîtier. Pour la retirer, il faut appuyer sur le tenon de la tirette légèrement. Donc c'est un petit point qui est juste là, qui va en fait décaler la tirette afin de pouvoir libérer la tige et qu'on puisse la sortir. On va pouvoir le sortir de son boîtier. On lui remet sa tige pour pouvoir travailler avec et on vérifie en même temps le partagement des aiguilles, voir si elles sont bien parallèles. On peut le mettre sur son petit étau. On va enlever les aiguilles. Donc on utilise une protection pour pas marquer le cadran.
et des leviers aux aiguilles super fins. On passe côté pont pour pouvoir retirer le cadran. Alors le cadran il est maintenu par ses deux pieds, verrouillé dans le mouvement. Alors la clé de cadran ici c'est simplement un verrou avec un côté plat pour pouvoir libérer le pied du cadran ou le côté arrondi pour pouvoir le verrouiller. On peut retirer le cadran. On peut utiliser un petit tournevis pour faire levier pour retirer le cadran, mais il faut faire attention parce que juste derrière il y a le disque de quantième et il ne faut pas l'abîmer. On voit bien le derrière brut avec la référence du fabricant, les marques de sertissage des index. On accède au côté cadran du mouvement. Alors ici, on a le correcteur de date qui permet de venir faire sauter le calendrier. De l'autre côté, on a le ressort de quantième qui sert à maintenir le quantième dans la même position à chaque saut de date pour que la date tombe pile en face du guichet à chaque fois et ne soit pas décalée. Sauf que sur ce calibre, c'est pas un ressort, apparemment c'est une pierre. Ce qui est peut-être plus intelligent parce que le ressort a tendance à perdre en élasticité avec le temps et voire à se déformer, ce qui fait que la date n'est plus exactement à son emplacement et elle peut être décalée. Donc le fait de mettre une pierre, c'est peut-être mieux. Même si à mon avis, il y a forcément un ressort sous le pont. On va tester un saut de date en mise à l'heure, donc en marche normale. Donc on va regarder la roue entraîneuse de quantième, qui est la roue en haut à gauche, avec la roue dorée avec le centre couleur acier. On voit un tout petit doigt en forme de triangle. Il est en forme de triangle pour pouvoir entraîner une dent d'un côté et pour pouvoir passer librement dans le sens inverse. Donc cette roue, elle fait un tour en 24 heures et entraîne le saut de date une fois tous les 24 heures. On voit qu'il fait bien son rôle de faire sauter le disque. Et quand on revient en arrière, on voit qu'il rentre bien à l'intérieur pour pouvoir se remettre en place pour faire sauter une nouvelle fois la date. On va lui retirer la roue des heures parce qu'elle est maintenue par le cadran d'habitude et pour pas la perdre, vous mieux la retirer tout de suite. On repasse côté pont pour commencer le démontage. La première chose à faire quand on démonte un mouvement mécanique, c'est de le désarmer, c'est-à-dire de détendre complètement le ressort de barillet pour qu'il n'y ait plus aucune force dans le rouage. Sinon, tout va te sauter au visage dès que tu vas enlever une vis. Pour un calibre automatique, on est obligé d'enlever la partie remontage automatique pour pouvoir le désarmer, c'est-à-dire tout le bâti avec la masse oscillante. On voit bien à l'intérieur du bâti toute la partie remontage automatique avec les deux roues inverseuses et la roue entraîneuse de rocher qui dépasse sur le côté, qui nous empêchait de pouvoir la désarmer manuellement.
Donc pour la désarmer, on la remonte légèrement juste pour pouvoir maintenir le ressort du rochet. Et ensuite, on laisse la tige se libérer entre les doigts tout doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Et le balancier va s'arrêter. Maintenant, on peut retirer le coque, le pont de balancier. C'est mieux de retourner complètement la pièce pour pouvoir l'enlever délicatement et ne pas abîmer le spiral. Sinon, on va devoir refaire toute la mise en marche au remontage. C'est-à-dire reformer la courbe, refaire le plat et le centrage du spiral. Sous le balancier, on retrouve l'encre. Alors on vérifie son ébat avant de l'enlever, c'est-à-dire son jeu vertical. Quand on a retiré le balancier et l'encre, on a retiré la partie échappement. Donc maintenant le rouage il est libre. On peut la remonter légèrement pour voir si toutes les roues elles tournent vite. Et bien comme il faut, sans accroc. Et ensuite on peut commencer à démonter le rouage. On peut enlever le levier stop qui sert à venir arrêter le balancier pour arrêter la montre quand on est en troisième position, en position mise à l'heure. Et pour terminer du côté rouage, on lui enlève le pont de barillet qui nous permet de libérer les deux dernières roues, la grande moyenne et la petite moyenne, ainsi que le rochet et son barillet. Alors on a tout enlevé de ce côté, on peut voir les références du fabricant gravées sur la platine au niveau du balancier, donc juste en haut. Alors moi je l'avais déjà reconnu, en fait c'est un mouvement de marque Sellita, c'est le SW1000. Bon, pour être franchement honnête, on peut dire clairement que c'est un 2892 en diamètre un peu plus petit de chez ETA. Après on passe au côté cadran. Une fois terminé, on a toutes les pierres de rouage qui sont libres pour pouvoir être nettoyées. Alors c'est pas nécessaire de démonter la partie du méca 1, c'est-à-dire la bascule, la tirette, le ressort de bascule, tout ce qui maintient la tige, parce que toutes les positions fonctionnent très bien et de toute façon ça n'a aucune influence sur le réglage, c'est seulement une partie pour commander la montre. Tous nos composants sont démontés. On a le cadran qui est resté très propre, qui ne nécessitera aucun nettoyage. Ensuite on a le bâti, la partie remontage automatique avec ses 3 vis de pont. À côté on a le balancier, le pont d'encre avec son encre, le petit levier stop. Ensuite on a les 3 roues. Les 2 roues dorées, c'est la roue de seconde et la petite moyenne. La roue d'échappement. Le pont de rouage. Le barillet et le rochet. La roue de grande moyenne et le pont de barillet. Les aiguilles, la roue des heures. Côté cadran, on a le pont de minuterie avec la roue de minuterie, la roue entraîneuse de quantième, les 2-3 renvois, la chaussée. À côté, on a la pierre de quantième avec le pont et le disque de quantième. Maintenant que la platine est mise à nu, on peut bien voir la référence du fabricant SW1000 avec à côté une autre référence qui est, je suppose, un code d'acte de repère pour le fabricant. Une fois que tout a été nettoyé, on peut passer au remontage. Alors on utilise 2 types d'huile.
et un type de graisse pour le remontage. On utilise une huile assez fine pour les composants qui tournent très vite comme le balancier, la roue d'échappement et la roue de seconde. Et la graisse, c'est pour les composants qui ont des gros contacts entre eux avec des chocs assez importants qui nécessitent quelque chose de beaucoup plus épais, l'huile ne suffirait pas. On commence par la chaussée, alors on met une goutte de HP sur le tube de centre avant de l'enfiler et 2 gouttes de graisse sous le pignon. On va huiler les tenons pour la roue de minuterie et pour les 2 renvois. Donc la chaussée, c'est la roue qui reçoit l'énergie venant du côté rouage pour la transmettre au côté cadran. On met la roue de minuterie, donc elle va recevoir l'énergie venant du pignon de la chaussée pour la retransmettre par son pignon à la roue des heures. On peut mettre les renvois de mise à l'heure. En fait, on fait le chemin depuis la tige jusqu'à la roue de minuterie qui va nous permettre de régler l'heure en 3e position. Ensuite, on met la roue entraîneuse de quantième. On va huiler directement son pivot. Après, on met la roue intermédiaire du quantième qui va recevoir l'énergie par la roue des heures et la transmettre à la roue entraîneuse de quantième. On met le correcteur de quantième. Donc c'est les 2 pièces qui vont agir sur le disque de quantième, soit en marche normale avec la roue entraîneuse de quantième, soit en correction en 2e position avec le correcteur. Maintenant on peut venir mettre le disque. Et pour le reste du côté cadran, après je suis sorti du champ de la caméra, donc du coup j'ai pas filmé ce que je faisais. Il restait juste le ressort avec la pierre de quantième et les 2 ponts pour verrouiller le tout. En fait, c'est ce qui contient le ressort qui va distribuer l'énergie à toute la montre. C'est ce qui joue le rôle de pile dans une montre mécanique, sauf qu'au lieu d'avoir de l'énergie électrique, on a directement une énergie mécanique qui vient du ressort de barillet. Alors on vient mettre la roue de grande moyenne, après le barillet, on lui met son rochet, ensuite on met la roue de petite moyenne, et on peut venir y mettre le pont. Donc le rochet, c'est la roue qui va nous permettre de tendre ce ressort, soit d'un côté par l'intermédiaire de la tige en première position, soit de l'autre côté par l'intermédiaire de la masse en portant la montre en remontage automatique. On passe au rouage, on commence par la roue d'échappement, puis la roue de seconde. Ces 2 roues, on va les huiler avec de la 9010 parce qu'elles ont une vitesse de rotation beaucoup plus importante que les autres. Ici, les pivots sont très fins. Il faut y aller vraiment délicatement pour mettre le pont, pour être sûr que tous les pivots soient bien dans leur pierre au moment où on va serrer la vis. Et on peut mettre des petits coups de remontage avec la tige pour vérifier que toutes les roues s'engrainent parfaitement bien. Donc là, on va venir huiler toutes les pierres. Des 2 côtés. Ces pierres, elles ont une forme de petite cuvette qui permettent de contenir un petit réservoir d'huile. Donc on va venir remplir tous les petits réservoirs. Et c'est aussi ces pierres qui correspondent au nombre de rubis qui est indiqué sur la plupart des mouvements mécaniques. Quand il y a écrit par exemple 18 jewels, ça veut dire qu'il y a 18 pierres, 18 rubis en fait. Après, c'est pas des vrais rubis, c'est du rubicon, ça reste synthétique, mais ça a les mêmes propriétés. Donc là, le chemin de l'énergie vient du barillet, rechargé via le rochet. Donc le barillet il va transmettre la force à la roue de grande moyenne, qui va la transmettre à la roue de petite moyenne. La roue de petite moyenne va la transmettre en même temps à la chaussée côté cadran et en même temps à la roue de seconde. Et la roue de seconde va la transmettre à la roue d'échappement qui, elle, va la transmettre à l'ancre. L'ancre, elle est en contact avec la roue d'échappement avec ces 2 levées, en fait ces 2 palettes en Rubicon. Donc il va falloir mettre une goutte d'une huile bien spécifique à l'échappement sur une des 2 palettes et venir manuellement faire passer chacune des dents
de la roue d'échappement sur cette palette, que toutes les dents de la roue d'échappement soient bien huilées. Par contre, les pierres du pivot d'ancre, que ce soit sur le pont ou sur la platine, il ne faut surtout pas les huiler parce que ça lui ferait un effet inverse, ça la freinerait. En fait, c'est une pièce qui a besoin d'avoir des positions vraiment précises et si on lui met de l'huile dans sa pierre, le pivot va être freiné, elle n'arrivera pas à suivre. On met le levier stop, on peut mettre le balancier en faisant toujours attention aux spirales et au pivot très fin. Donc le balancier reçoit sa force de l'ancre par la fourchette de l'ancre, donc l'arrière de l'ancre, qui va venir taper dans une petite pierre toujours en Rubicon qui s'appelle l'ellipse, qui est sous le balancier. Et le balancier va réguler cette force par des alternances grâce à son spirale et redistribuer l'énergie au rouage à la bonne fréquence. Et on termine par le bâti, qui permet simplement le remontage automatique du mouvement par la rotation de la masse, donc à chaque mouvement de poignet lorsque la montre est portée. Ensuite, on passe au réglage. Alors pour ça, on utilise un Vichy. Bon, moi j'ai pas le vrai à 10 000 €, j'ai un Shinda mais qui fonctionne super bien. Donc c'est une machine en deux parties. On a une partie support pour la montre avec une partie métallique qui est en fait un micro qui va écouter le tic-tac de la montre et interpréter le résultat donc sur l'écran qui est derrière pour pouvoir faire le réglage. On dit qu'une montre fait tic-tac pour simplifier, mais en réalité il y a 3 bruits, elle fait plutôt tic-tic-tac, sauf que les 2 premiers bruits sont tellement rapprochés qu'il n'est pas possible de l'entendre à l'oreille. Mais la machine, elle entend bien les 3 tic-tac, qui correspondent à 3 chocs entre la roue d'échappement, l'ancre et l'ellipse du balancier. Donc on teste les mouvements en 2 passages, une fois à 0 heure, une fois à 24 heures. 0 heure, c'est-à-dire 0 heure de fonctionnement, donc la montre rechargée à fond. Et 24 heures, après 24 heures de marche, sans être remontée, donc une fois que la montre a perdu un peu plus que la moitié de sa charge. Donc je vais la tester dans toutes les positions, même si toutes les marques ne le font pas. Moi je vais la tester dans les 6 positions, il y en a qui le testent dans 3, il y en a qui les testent en 4 positions, ça dépend vraiment des marques. On a 2 positions horizontales et 4 positions verticales. Donc horizontal haut avec le cadran en haut et horizontal bas avec le cadran en bas. Pour les verticales, on se repère grâce à la tige et la position correspond à l'index qui se trouve en haut. Donc 3 heures, ce sera la tige en haut, 6 heures, ce sera la tige à droite, 9 heures, tige en bas et 12 heures, tige à gauche. 12 heures ou VG pour vertical gauche qui est la position la moins testée. La plupart des marques ne testent pas cette position. Avant de commencer, on a besoin d'une donnée du constructeur. Donc on a besoin de connaître l'angle de levée pour le rentrer dans la machine. Donc on va aller chercher la fiche technique sur internet. Alors on la trouve pas à chaque fois, mais on peut trouver l'angle de levée ailleurs ou alors le mesurer soi-même. Alors 51 degrés pour l'angle de levée. Il y a plusieurs indications spécifiques au mouvement. Là on voit les tolérances de réglage. On voit qu'il le propose avec 3 niveaux de réglage. Donc un premier réglage en 3 positions, un deuxième réglage en 5 positions avec des tolérances un petit peu plus serrées et un troisième réglage avec les tolérances du COSC. Voilà, après on trouve le nom des pièces, le schéma pour le montage, les points d'huilage, tous les composants avec leur nom. Il y a même la force de serrage de chaque vis. D'ailleurs je vais remonter voir comment il appelle cette pierre de quantième là. 2540, donc c'est un galet de quantième. Ok, bah le nom est plus joli, c'est vrai, même si ça ressemble beaucoup à une pierre de barillet. Et à la fin, tu as toutes les cotes pour l'adapter à ton cadran, l'adapter à ton boîtier, à tous les composants de ta montre. On peut rentrer l'angle de levée dans la machine et commencer le test. Donc je vais le tester une première fois pour voir s'il tourne bien et après je viendrai sûrement lui appliquer une retouche. Alors le Vichy il va nous indiquer 4 données. La première en haut à droite c'est juste une information sur l'angle de levée et la fréquence en nombre d'alternances par heure. Ensuite on a le repère en millisecondes
qui lui se règle par la raquette porte-piton, donc à la base du spiral. Ensuite, on a l'amplitude, qui est en fait la vitesse de rotation du spiral, qui correspond en fait à la vitesse à laquelle la montre elle tourne. Et enfin, on a l'avance-retard exprimé en secondes par jour. Et la courbe au centre interprète le tout. L'écart entre les deux courbes, c'est le repère. Plus il est grand, plus l'écart est grand. Et le fait que la courbe monte, c'est parce qu'elle est en train de prendre de l'avance. Plus elle prend de l'avance, plus elle monte. Si elle prend du retard, elle va descendre. Alors, la montre est plutôt bien réglée. En plus, avec le nettoyage et les huiles neuves, elle tourne super bien. Il y a juste le repère qui me dérange un peu parce qu'il est un petit peu trop haut. Donc, je vais lui faire une petite retouche. Alors, pour faire une retouche, on regarde le pont de balancier, on regarde le coq. Donc déjà, on voit que la vis de réglage fin qui nous permettait de mettre un peu plus d'avance et un peu plus de retard, elle n'est pas à sa position neutre, donc ça normalement on ne doit pas y toucher, elle doit toujours être à sa position neutre. Donc pour régler les repères, on va toucher la raquette porte-piton, donc c'est la raquette qui est la plus proche du centre. Et pour régler l'avance-retard, donc il faut régler l'écart qu'il y a entre les deux en touchant la raquette porte-goupille, donc c'est la deuxième raquette plus haute avec la porte-goupille dorée. Donc plus elles vont être écartées, plus ça va donner de l'avance, plus elles vont être serrées, plus ça va donner du retard. On peut refaire un passage après l'avoir retouché. Alors j'ai pas pu filmer parce que j'ai pas le matériel adapté. Surtout quand on fait de la retouche comme ça, le geste est très précis et on a vraiment le nez dans la montre. Voilà le résultat. Donc on voit clairement que le repère il a été amélioré. Surtout que dans la fiche technique, il nous promettait un repère maximum de 0,6 millisecondes et là il montait carrément jusqu'à 1 milliseconde. On voit que ça a donné un peu plus de vitesse aussi. L'amplitude a augmenté à peu près dans toutes les positions. Et j'ai réduit un petit peu l'avance-retard pour avoir quelque chose qui rentre dans les tolérances du COSC. On peut lui remettre son cadran et ses aiguilles. Cette fois-ci en veillant bien à ce que la date saute exactement à minuit. On passe à l'emboîtage. Donc on va venir retirer le joint du boîtier pour pouvoir le nettoyer.
on vient huiler le carré de la tige et toutes les portées pour avoir une bonne sensation quand on va faire tourner la couronne. Et on va mettre les deux joints, le joint de couronne et le joint de boîtier, dans la boîte à silicone pour les graisser. On la met dans son boîtier. Avec son cercle d'emboîtage. On vient bien serrer une dernière fois toutes les vis pour pouvoir les bloquer comme il faut. On lui remet le joint. Et on peut venir mettre le fond pour fermer la montre. Pour terminer, on apporte une dernière correction au bracelet. On voit que le bracelet est plus long en haut de la boucle et plus court en bas. Et il faut toujours que la partie la plus courte du bracelet soit entre le haut de la boucle et le bas du cadran, pour pouvoir ramener l'affichage le plus près de soi et pour qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de faire des gros mouvements de poignet pour ramener l'affichage devant ses yeux, voire même pour éviter que la montre passe carrément en dessous du poignet. C'est pour ça aussi qu'avec un bracelet cuir, la partie avec les trous donc ajustables est toujours en bas du cadran pour que tu puisses venir ramener la boucle au plus près de toi et donc ramener l'affichage directement à portée de vue. Donc en résumé, c'est un très bon calibre, il est très stable au réglage, je pense qu'il doit avoir une très bonne durée de vie. D'habitude les mécanismes de cette taille là sont très durs à stabiliser, mais celui-là il est nickel. Je pense que c'est un calibre qu'on pourra retrouver dans un de mes prototypes. Cette vidéo te donne une idée de l'attention que j'apporte à l'assemblage et au réglage de chacun de mes prototypes. C'est pour ça que je peux faire que des pièces uniques. Je pourrais pas passer autant de temps sur chaque montre si je devais faire toute une série. Et c'est pour ça que j'arrive à apporter un meilleur réglage que les grandes marques qui, elles, sont obligées de faire des montres en série, donc de passer moins de temps sur chaque montre. Si tu as des questions ou si tu voudrais savoir autre chose sur les montres mécaniques, n'hésite pas à laisser un commentaire. Pour voir les derniers prototypes que j'ai faits, pour en commander un spécialement pour toi, ou pour demander une expertise ou une restauration, ça se passe sur watchsystem.re.